Tsuki Changnam Lai Janchu Patu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinsu Gipe Sunam Ki Drola Pinchir Sangye Dropa Shu Sangye Chudam Tsuki Changnam Lai Janchu Patu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinsu Gipe Sunam Ki Drola Pinchir Sangye Dropa Shu Sangye Chudam Tsuki Changnam Lai Janchu Patu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinsu Gipe Sunam Ki Drola Pinchir Sangye Dropa Shu Simchen Thamche Dewa Tam Dewe Jutam Dempa Jurche Dungere Tam Dungere Gigyu Tam Dewa Jurche Dungere Mepe Dewa Damba Tam Minderwa Jurche Nyerin Chadam Nitam Delwe Tanyo Chambola Nebra Jurche Palden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chiwo Peme Den Shula Katri Chempe Gone Jesunte Kusu Tuki Nudrum Tsedu Chumdende Chambe Yang La Chapse Lua Kangi Lodru Dini Tinte Nida Namda Rapselwe Jinye Dunke Shishi Zichil Niki Tukale Bamze Ganda Sibe Tsarar Mari Mutu Dunge Dizirwe Drozo Kula Buji Tatse Yena Droju Yanden Sun Drodara Chendro Nyumu Nilun Neki Shadro Drzeti Mari Munse Dungare Nyugu Jimye Chudze Renam Dene Dashin Sachu Sarsan Yente Nuzo Gyarse Tubuko Chudra Chudam Chuni Gente Dalu Musre Jambe Yang La Du Tsede Chegi Tiara Bezerengi Dalu Timu Mumbarab Serene Kadang Tenju Shunlu Tobai Lodre Pube Lawa Sedu Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième session de restitution. Alors, hier on s'était arrêté, donc hier on a fait une bonne session de révision et d'introduction du coup à ce stage. Elle était bien costaude. Et on avait terminé cette session sur le plan. Donc, vous vous souvenez, voilà, on avait vu le plan, la fin du plan. Donc après ces fameuses 13 catégories d'action là, que vous avez vues la dernière fois avec Julien et Rosen, on arrive donc dans une nouvelle partie qui explique donc les particularités des actions, vertueuses, non vertueuses et non définies. Avec Julien et Rosen, vous aviez vu les actions vertueuses, les vertus, les actions non vertueuses, les non-vertus. Et là, en fait, nous, on va recommencer ici. On va recommencer au non défini. Donc, hop, j'enlève le plan. Et nous voici normalement avec le non défini. Drague pas, à toi de jouer. Donc, on va continuer donc avec le non défini.
Donc on va essayer d'identifier ce qu'est le non défini. Ici, par non défini, il faut entendre ce qui n'est pas vertueux et ce qui n'est ni vertueux ni non vertueux. C'est ça la définition du non défini. C'est ce qui n'est ni vertueux ni non vertueux. Donc, comment commence le texte Racine de Mipham Rinpoche? Mipham Rinpoche commence par définir ce qu'est le non défini. Les actions effectuées banalement avec un esprit qui n'est ni empreint des trois poisons, ni dénué des trois poisons, sont non définies. Donc ici, Mipham Rinpoche définit ce que sont les actions non définies. Il s'agit d'actions banales, d'actions faites ni avec un esprit vertueux, ni avec un esprit non vertueux. Des actions banales. Ici, le texte Racine dit c'est des actions effectuées banalement avec un esprit qui n'est ni empreint des trois poisons, ni dénué des trois poisons. Ici, un esprit empreint des trois poisons, ça fait référence à un esprit non vertueux. Et un esprit dénué des trois poisons, ça fait référence à un esprit vertueux. Donc ici, on entend par action non définie une action qui n'est faite ni avec un esprit non vertueux, c'est-à-dire empreint des trois poisons, ni avec un esprit vertueux, c'est-à-dire dénué des trois poisons. Les trois poisons étant le désir-attachement, la haine-aversion, l'aversion et la méconnaissance. Dans son commentaire, Khenpo Chodrak dit pourquoi nous étudions le non défini et pourquoi nous allons l'étudier ainsi sous différentes formes. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une classification en 13 ou 14 aspects du non défini. Ça va venir juste après. Et en fait, à deux reprises, Kiki lui dit mais pourquoi on étudie tout ça? En fait, les points que je vais donner maintenant, du pourquoi, du comment, pourquoi on va étudier cette classification du non défini, en fait, en vrai, ça arrive à la fin de l'explication. Et Kiki, elle doit en avoir marre de tous ces 13 ou 14 points, et elle lui dit, mais Khenpo Chodrak, Rinpoche, pourquoi pourquoi toute cette classification? Kiki, c'est sa traductrice. Hein, oui, Kiki, c'est sa traductrice. Et elle lui pose la même question en 2012, pendant le cours d'été, et aussi en 2014. Mais pourquoi cette classification? Donc il y a deux réponses différentes. Donc en 2014, dans la retraite des résidents, Khenpo répond que connaître cette classification du non défini en 13 ou 14 aspects, eh bien, ça permet de ne pas se tromper sur ce qui est la vertu ou la non-vertu. Parce qu'il y a un risque de se tromper, de ne pas savoir vraiment la nature de notre action. On peut penser à tort que telle action ou telle pratique, que telle action, que telle chose est vertueuse ou non vertueuse. Et ce n'est peut-être pas le cas. Donc ici, cette classification du non défini, c'est pour qu'on fasse attention à nos actions. Et c'est ainsi que l'on pourra alors faire des progrès sur le chemin, dit Khenpo. Et c'est vraiment important de connaître ces détails, même si cela semble assez complexe. Et puis, il donne un petit point supplémentaire et dit, bien pour les personnes qui trouvent trop compliqué de connaître tous ces détails, eh bien le seul conseil que l'on peut leur donner est de s'asseoir et de réciter des manies. Voilà. Donc ici, la première raison de pourquoi on étudie ces phénomènes, c'est de ne pas se tromper, de bien discerner nos actions, savoir si elles sont vertueuses, non vertueuses ou non définies, c'est-à-dire ni vertueuses ni non vertueuses. Ensuite, il y a le cours d'été 2012. Et là, c'est pareil. Kiki, elle arrive au bout de 13-14 points, et Kiki, elle dit, mais à quoi ça sert? Et Khenpo Chodrak donne une autre réponse. Il dit, on donne toutes ces classifications, ces 13 ou 14 points du non défini, parce qu'il y a le danger que toutes nos actions
aillent dans la direction du non défini. Il y a le danger que nos actions soient non définies, soient ni vertueuses ni non vertueuses. Elles devaient être vertueuses, ces actions, mais il y a le danger qu'elles puissent être ni vertueuses ni non vertueuses. Et il cite pour cela l'exemple de la récitation de la prière du refuge, Sangye Chetam. Il dit, par exemple, la prière du refuge, on peut la réciter mécaniquement. Et réciter mécaniquement la prière du refuge, eh bien, c'est une action qui est non définie, qui est faite avec un esprit ni vertueux, ni non vertueuse. Comme le disait Mipam Rinpoche dans le texte racine, c'est une action qui devient banale si c'est récité mécaniquement. Et Khenpo Drag rajoute, par contre, si on prend refuge dans les trois joyaux, en se souvenant des qualités des trois joyaux, par exemple en se souvenant des qualités des trois corps éveillés du Bouddha, etc., et qu'on prend refuge dans les trois joyaux avec conviction et dévotion, alors là, à ce moment, la prière du refuge, la récitation de la prière du refuge devient vertueuse. Et donc ici, il se peut que l'on fasse notre pratique du Dharma de manière un peu mécanique, ni vertueuse, ni non vertueuse. Et ici, toutes ces classifications, ça va permettre de venir jeter un regard sur la teneur de notre pratique. Est-ce que ce que nous faisons est vertueux, non vertueux ou non défini? Et Khenpo rajoute, il cite les paroles d'un maître Drupa Kagyu, Gyalwa Yangenpa, le disciple principal de Gotsampa, et qui disait la chose suivante. Il y a ceux qui restent dans la solitude de la montagne pour pratiquer la méditation. Mais il arrive souvent que ce soit seulement le corps qui s'asseye dans un lieu, qui s'assoit ou s'asseye dans un lieu isolé, pendant que l'esprit est complètement distrait. Donc certes, le corps est en posture de méditation, mais l'esprit est totalement distrait. Et ce maître Drupa Kagyu, Gyalwa Yongpa, rajoute, ces pratiquants ne sont pas différents des oiseaux et autres animaux sauvages qui vivent dans ces lieux isolés. Il n'y a pas de différence au niveau de l'état d'esprit, seule la posture est en méditation. Donc ici, cette classification en 13 ou 14 aspects du non défini, ça va permettre de jeter un regard, de tourner le regard vers la teneur de notre pratique. Est-elle vertueuse, non vertueuse ou neutre? Voilà le pourquoi de ce qui va suivre. Pourquoi nous allons voir ces 13 ou 14 points des phénomènes non définis. Donc nous allons commencer cette classification en 13 ou 14 points. Donc Mipam Rinpoche commence par la question, qu'est-ce que le non défini? Et pour définir le non défini, c'est-à-dire les phénomènes qui ne sont ni vertueux ni non vertueux, pour définir cela, il va dresser la liste de 13 ou 14 aspects de non défini. Alors on est parti pour les 13 ou 14 aspects, vous allez voir, c'est intéressant. Le premier aspect, le premier non défini, c'est ce qu'on appelle le non défini par nature, le non défini en tant que tel. Le texte racine dit la chose suivante. Le non défini par nature, en tant que tel, fait référence aux 8 dhatu et ayatana formels, au mental associé par similarité à ces derniers, à la faculté vie, à l'identité de classe, aux ensembles de mots, de syntagmes et de lettres. Donc ici, on parle du non défini par nature, du non défini en tant que tel. Les phénomènes que nous venons de citer sont non définis en tant que tels. Ils sont ni vertueux ni non vertueux en tant que tels, par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'autre chose pour être non définis. Ils le sont par eux-mêmes.
Et c'est la première catégorie, c'est cette première catégorie. Alors quels sont ces phénomènes non définis par eux-mêmes en tant que tels? Tout d'abord, le texte fait référence aux 8 dhatu et ayatana formels. Ici, ça peut paraître difficile, mais ne vous encombrez pas de dhatu et ayatana. Comme l'a dit Julie hier, ici que l'on parle d'agrégats, qu'on soit dans le chapitre des agrégats des dhatu ou des ayatana, c'est tout le temps les mêmes phénomènes, sauf qu'à chaque fois, dans le chapitre numéro 2, on les appelle dhatu, et dans le chapitre numéro 3, on les appelle ayatana. Ici, en quelque sorte, pour faire simple, les 8 dhatu et ayatana formels, c'est les 8 formes que je vais décrire maintenant. C'est 8 formes, 8 matières. C'est 8 formes, 8 matières. Alors, vous vous rappelez sûrement l'agrégat de forme. Dans les 5 agrégats, l'agrégat de forme. On avait vu qu'il y avait 11 formes ou matières résultantes. Il y en a 11. Et parmi ces 11, on va enlever la 11e matière, la 11e forme. On parle juste des 10 formes et matières principales. Eh bien, ces 10 matières ou formes principales, ce sont les 5 facultés, œil, oreille, nez, langue et corps, et les 5 objets d'essence, visible, son, odeur, saveur, tangibilité. Et bien, sur ces 10 formes ou matières, il y en a 8 qui sont non définies en tant que telles, c'est-à-dire ni vertueuses ni non vertueuses en tant que telles. Ces 8, c'est les 10 moins le visible et moins les sons, donc ça fait 8. C'est-à-dire, c'est les 5 facultés et les saveurs, les odeurs et les tangibilités. Donc ici, quand on parle des 8 dhatu et ayatana formels, c'est les 5 facultés, plus les saveurs, les odeurs et les tangibilités. Ces 8-là sont non définis en tant que tels, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive autour, quoi qu'il se passe, ils seront toujours non définis. C'est ça à quoi ça fait référence. Khenpo Chodrak continue et dit, mais alors, pourquoi a-t-on exclu les sons et le visible? Pourquoi les phénomènes visibles, les formes visibles et les sons ne sont-ils pas non définis en tant que tels? Parce qu'ils peuvent être également vertueux et non vertueux. C'est pour cela qu'on ne les a pas mis en tant que non définis en tant que tels. C'est parce que les formes visibles et les sons peuvent être également vertueux ou non vertueux. En effet, à travers les sons et les formes visibles, on peut accomplir des actions du corps et de la parole qui sont soit vertueuses ou non vertueuses. Khenpo Chodrak dit par exemple, une forme visible vertueuse est par exemple la forme visible du corps effectuant une prosternation. De la forme visible vertueuse, c'est par exemple la forme visible du corps effectuant une prosternation. Une forme visible non vertueuse est par exemple la forme du corps de quelqu'un qui tue un animal. Et la forme visible du corps de celui qui dort sur le canapé est non définie, ni vertueuse ni non vertueuse. Et c'est pareil pour les sons. Réciter un sutra avec confiance, c'est par exemple un son vertueux. Dire des insultes avec haine, c'est une action non vertueuse. Ou parler banalement, dire salut, comment ça va, c'est un son non défini. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les sons et les visibles, les phénomènes visibles et les sons ne sont pas non définis en tant que tels, parce qu'ils peuvent pratiquer de la vertu, ils peuvent être soit vertueux ou non vertueux, en plus de pouvoir être non définis. Khenpo Chodrak dit que il s'agit de la vue de la Bidharma Kosha, et que le commentaire de Khenpo Nuden, le commentaire de l'entrée sur la voie des Pandits, n'en dit pas plus.
Ensuite, il y a une discussion avec Kiki qui s'enclenche et ça débouche sur ce qui va suivre. Il s'agit de bien discerner, de bien comprendre deux points. Concernant ces huit formes qui sont non définies en tant que telles. Le premier point, ce n'est pas parce que ces 8 formes sont non définies, sont ni vertueuses ni non vertueuses, qu'elles sont le fruit d'une action non définie, d'une cause qui soit non définie, ni vertueuse ni non vertueuse. C'est pas parce que ces matières, ces formes sont non définies, ni vertueuses ni non vertueuses, qu'elles proviennent de causes qui sont non définies, ni vertueuses ni non vertueuses. Il cite l'exemple de l'odeur, et l'odeur des fleurs, des arbres dans le monde des dieux. Dans le monde des dieux, il y a des arbres magnifiques où poussent de très belles fleurs, et de ces fleurs se diffuse un parfum qui s'étend à des lieux à la ronde. Et il dit que ce parfum de ces fleurs est issu d'actions vertueuses, est issu d'un mérite en lien avec les domaines divins. Donc ici c'est de l'odeur, l'odeur en tant que telle est non définie, mais pourtant elle est le résultat d'une action vertueuse. Et cela montre que ce n'est pas parce qu'un phénomène est non défini, qu'une matière est non définie, qu'elle est forcément issue d'une action non définie. Et ici, telle en est l'illustration. Ensuite, il y a le deuxième point il veut clarifier un deuxième point, il dit ce n'est pas parce qu'un phénomène est non défini, c'est pas parce qu'une forme est non définie que son fruit va être non défini. C'est pas parce qu'une forme est ni vertueuse ni non vertueuse que son fruit également le sera aussi. Par exemple, les saveurs, les odeurs et les tangibilités sont par nature non définies, mais sur leur base peuvent apparaître des conceptualisations vertueuses ou non vertueuses. Sur la base de certaines saveurs, odeurs et tangibilités, eh bien, il peut se développer des conceptualisations vertueuses ou non vertueuses. Voilà. Donc ici, ces 8 matières, les 5 facultés, les saveurs, les odeurs et les tangibilités sont non définies en tant que telles. Ensuite, le texte Racine parle du mental associé par similarité à ces derniers. On n'a pas trop d'informations, il n'y a pas trop d'informations à ce sujet. Ici, lorsqu'on parle du mental, ça fait référence à la faculté mentale. Ça fait référence à la faculté mentale. Et Kempo dit qu'il s'agit de la faculté mentale en lien avec les 8 formes dont nous venons de parler. On n'en sait pas plus. Ensuite, le texte Racine évoque la faculté vie, parle de la faculté vie, ou anciennement traduit par la faculté vitale. La faculté vie, vous l'avez vu dans le premier chapitre, dans les agrégats, dans le 4e chapitre, dans les formations non associées par similarité. Et voilà, selon le Kosha, l'Abhidharma Kosha, il y en a 14, et une de ces 14, c'est ce qu'on appelait avant la faculté vitale, mais que maintenant on traduit par la faculté vie. La faculté vie, c'est un temps fixe projeté par une action du passé où on reste pendant un certain temps, c'est un temps fixe où on demeure dans une certaine case d'être, dans une certaine existence. Et ce temps fixe, ce temps déterminé, il est projeté par une action du passé. C'est ce à quoi ça fait référence. La faculté vie ici, la faculté vitale, eh bien, c'est un phénomène non défini par nature, en tant que tel. De lui-même, il est ni vertueux ni non vertueux. Il n'a pas besoin d'autre chose pour l'être.
Donc ça, c'est la faculté vie. C'est, dans le 4e chapitre, c'est défini comme ça. C'est un temps fixe pour un être où il va demeurer pendant ce temps-là dans l'existence, dans une certaine classe d'être. Et ce temps fixe est déterminé par une action ou des actions du passé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, dans le texte racine, il y a ce qu'on appelle l'identité de classe. C'est également une des 14 formations non associées par similarité. Et ce phénomène-là, que l'on a déjà vu dans le premier chapitre des 5 agrégats, eh bien, il est également défini comme étant non défini en tant que tel, par nature. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il est non défini, ni vertueux ni non vertueux. L'identité de classe, dit Kempo, ça fait référence à la similarité que partage une classe d'êtres. Par exemple, il y a l'identité de classe des humains, et ça fait référence à toutes les similarités que partagent tous les humains. Et donc ce phénomène d'identité de classe est non défini en tant que tel. Et ensuite, dans le texte racine, il est fait mention des ensembles de mots, de syntagmes et de lettres. Et également, les ensembles de mots, de syntagmes et de lettres, ce sont 3 formations non associées par similarité que l'on a déjà vues dans le premier chapitre des 5 agrégats. C'est les 3 dernières des 14 formations non associées par similarité. Et là, il y a aussi, Khenpo Chodrak va aussi un petit peu clarifier ce point-là parce qu'il peut y avoir de la confusion. Il dit, ces formations, maintenant on dit les conditionnants. Je reste avec le terme d'avant, comme ça vous... voilà. Oui, pour perdre personne. Pour perdre personne. Donc ces 3 formations non associées par similarité, c'est-à-dire ces groupes de mots, de syntagmes et de lettres, en eux-mêmes, par eux-mêmes, en tant que tels, ils sont non définis. C'est-à-dire que les lettres, les mots et les syntagmes sont tous non définis en tant que tels. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait autour, ils sont tout le temps non définis. Mais par contre, l'action de les recopier, l'action de les prononcer, etc., est vertueuse, non vertueuse ou non définie, selon la motivation qui sous-tend l'action. Les lettres, les mots, les syntagmes sont non définis, ni vertueux ni non vertueux, mais par contre l'action qui les utilise, l'action par exemple de les recopier, de les prononcer, etc., elle peut être vertueuse, non définie, en fonction de la motivation. Par exemple, dit Khenpo, lorsqu'on recopie les paroles du Bouddha avec confiance, eh bien, l'action de recopier, elle, est une action vertueuse. Les lettres, les mots, etc., les syntagmes sont non définis, mais cependant, ils sont le support, ici, d'une action vertueuse. Voilà. Khenpo Chodrak aussi rajoute que ce soit pour les humains ou les animaux, il y a des mots. Et cet ensemble de mots forme des syntagmes, etc. Ensuite, dans une question-réponse, plus tard, il reparle de ce sujet des lettres, des mots et des syntagmes. Et il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a des débats pour déterminer si les lettres, les mots, les syntagmes ne sont finalement pas vertueux, non vertueux ou non définis. Enfin, il y a des débats pour connaître la véritable nature de ces lettres. Mais il dit que dans le Theravada, eh bien, de toute façon, les lettres, les mots et les syntagmes sont déterminés comme étant non définis, ni vertueux ni non vertueux. Il dit, et là il clarifie un point, il dit les lettres, les mots et tout ça, et les syntagmes sont non définis, mais par contre, ils peuvent véhiculer un sens vertueux, ou elles peuvent véhiculer un sens vertueux ou non vertueux. Par exemple, elles peuvent véhiculer un sens vertueux, par exemple avec les lettres, les mots du Dharma. Les lettres, les mots du Dharma sont non définis, mais par contre, le sens qu'elles véhiculent est vertueux.
Par exemple, dans le cadre du refuge, vous avez pris refuge et il y a des préceptes associés à la prise de refuge. Par exemple, le précepte de toujours respecter les textes du Dharma, de toujours les positionner en position élevée, de ne jamais enjamber ne serait-ce qu'une syllabe, une lettre, une syllabe du Dharma, etc. Et ici, Khenpo Chodrak dit que ici, le respect, fondamentalement, il est par rapport au sens qui est véhiculé par les lettres et les mots, etc. Finalement, les lettres, les mots, les syntaxes, tout cela, c'est du non défini. C'est des choses non vertueuses, non vertueuses. Ni vertueuses, ni non vertueuses. Ni vertueuses, ni non vertueuses. Mais par contre, le sens que véhiculent ces lettres, etc., lui est vertueux. Et c'est pour cette raison que l'on place les différents volumes d'écriture, les textes du Dharma, en hauteur, en signe de respect. Voilà, ça c'était la première des 13 ou 14 catégories du non défini. Je les ai comptées, elles sont 14. 14 ? Ouais. On a eu Et je vais laisser Julie continuer. Alors, du coup, notre deuxième non défini de la liste, c'est le non défini relié. Alors, le non défini relié, nous dit le texte Racine, fait référence au phénomène esprit et événement de l'esprit, accaparés par ces mots, syntagmes et lettres, qui ne sont entraînés ni par l'aversion, ni par la confiance inspirée. Donc ici, comme nous dit le texte Racine, il ne s'agit pas d'esprit ou de conscience et d'événements de l'esprit non vertueux, motivés par l'aversion par exemple. Il ne s'agit pas de conscience et d'événements de l'esprit non vertueux qui seraient reliés à la prononciation de mots, de syntagmes ou de lettres. Il ne s'agit pas non plus de conscience et d'événements de l'esprit vertueux, motivés par la confiance inspirée par exemple. Donc il ne s'agit pas de conscience et d'événements de l'esprit vertueux, accaparés, comme nous dit le texte Racine, par des mots, des syntagmes et des lettres, ou reliés à la prononciation de mots, de syntagmes et de lettres. Ce dont il est question ici, c'est de conscience et d'événements de l'esprit non définis, donc ni vertueux ni non vertueux, reliés aux mots, aux syntagmes et aux lettres, qui sont non définis par nature, comme on vient de le voir, en l'absence donc de toute motivation vertueuse ou non vertueuse. Et donc Khenpo nous disait qu'il s'agissait par exemple de conscience et d'événements de l'esprit qui sont reliés à la prononciation de mots, de syntagmes et de lettres au cours d'une conversation banale ou de bavardage. Il peut aussi s'agir de conscience et d'événements de l'esprit reliés à la simple action non définie d'écrire une lettre, par exemple. Donc voilà, ici, le non défini relié, c'est l'esprit ou les consciences et les événements de l'esprit reliés à l'utilisation des mots, des syntagmes et des lettres, cet esprit et ces événements de l'esprit étant non définis, ni vertueux ni non vertueux. Voilà pour le deuxième. Après, on a le non défini relié conséquemment. Le texte Racine nous dit « Le non défini relié conséquemment fait référence aux empreintes latentes liées à l'expression générée par ces esprits et événements de l'esprit. »
Donc, quand on parle du non défini relié, il est question, nous disait Kempo, d'empreintes latentes, bakchak en tibétain, d'empreintes latentes qui sont déposées dans l'esprit. Et ces empreintes latentes, elles sont déposées dans l'esprit par des actions qui consistent à exprimer des mots, des syntagmes et des lettres qu'on a vues précédemment. Donc cette expression, le fait d'exprimer ou d'écrire ces syntagmes, ces mots et ces lettres, cette expression, elle est accompagnée ou elle est reliée à des consciences et des événements de l'esprit qui y contribuent, comme on vient de le voir juste avant. Les consciences et les événements de l'esprit qui accompagnent cette expression étant donc appelés des non définis reliés. C'est ce qu'on a vu juste avant là. Et donc en s'engageant dans ce type d'action, ou d'expression, ou d'écriture, ces actions étant ni vertueuses ni non vertueuses, étant donc non définies, donc ça peut être une conversation banale, du bavardage, écrire une lettre, etc. En s'engageant dans ce type d'action, on dépose conséquemment donc à l'action une habitude, une empreinte ou encore une tendance dans l'esprit. Kempo nous donnait l'exemple suivant. Imaginez que vous vous baladez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, et là vous vous mettez à papoter avec cette personne. Et donc vous lui racontez assez généreusement votre journée. Vous pouvez lui dire par exemple « Ah, comment tu vas ? Ben moi ça va, aujourd'hui je suis allée à Périgueux, et puis je suis allée dans tel magasin, et puis j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, puis après je suis allée manger au restaurant, et tatata, tatata. » Vous papotez, vous bavardez donc avec cette personne. Et donc en bavardant de la sorte, une empreinte est déposée dans l'esprit. Et du coup, une habitude au bavardage est créée en fait. Et c'est une habitude qu'on va avoir plaisir, voire même besoin, le désir en fait, d'accomplir à nouveau à chaque fois que la situation se représentera. Donc peut-être le lendemain, le surlendemain, etc. Voilà, donc de quoi il est question ici quand on parle de non défini relié conséquemment. Il s'agit en fait d'empreintes latentes, de tendances déposées dans l'esprit. Alors, après, on a quoi ? On a le non défini motivé. Le texte Racine nous dit « Le non défini motivé fait référence aux actions du corps et de la parole entraînées par ces esprits et ces événements d'esprit. » Donc là, le texte est assez explicite. Le non défini motivé, c'est quoi ? Ce sont des actions du corps et de la parole qui sont motivées ou entraînées par des consciences et des événements de l'esprit qui sont non définis. Par exemple, si avec un esprit non défini, donc ni vertueux ni non vertueux, je pense, tiens, je vais aller me promener. Cette pensée, elle est non définie. Et puis qu'ensuite, on va effectivement se promener, ou alors même le simple fait d'aller dormir, ou de bavarder, etc. Toutes ces actions-là, ce type d'action du corps et de la parole, elles sont non définies. Elles sont ni vertueuses, ni non vertueuses. Et donc, ces actions, on dit qu'elles appartiennent aux non définis motivés. Elles sont des non définis motivés. Alors, ici, Khenpo Rinpoche nous a donné une précision qui peut être intéressante à noter. C'est que quand on parle de bavardage, en fait, dans le contexte des non définis, donc un bavardage en tant qu'action non définie, c'est différent du bavardage
dans le contexte des 10 actions non vertueuses, dont on va parler dans les jours qui suivent. En fait, un bavardage non défini, donc là, dans notre contexte maintenant, là, c'est un bavardage qui va traiter d'un sujet insignifiant, un sujet neutre, un sujet non défini, en fait. Et c'est un bavardage qui ne sera pas motivé ou entraîné par des obscurcissements affligeants. Donc, pas non plus par des événements de l'esprit vertueux, mais là, le point, c'est que ce bavardage-là, il n'est pas motivé par des obscurcissements affligeants. Alors que le bavardage non vertueux, qu'on va retrouver dans notre classification de 10 actions non vertueuses, ce bavardage-là, il est motivé ou relié à des obscurcissements affligeants. Et donc, il est non vertueux. Et un exemple de ce type de bavardage, ce serait par exemple, Kempo nous a parlé d'un soldat qui revient de la guerre et qui va raconter de façon assez émotionnelle ce qui s'est passé en fait. Donc il va peut-être être motivé par de la colère, par du ressentiment, et sur la base de ces obscurcissements affligeants-là, il va raconter tout ce qui s'est passé quand il était en train de faire la guerre. Donc ce genre de bavardage-là est non vertueux parce que motivé par des obscurcissements affligeants. À l'inverse du bavardage qui n'est pas motivé par des obscurcissements affligeants et qui sera donc non défini. Et là, en l'occurrence, une action, un non défini motivé. Donc ça, c'était le non défini motivé. Après, on va avoir le non défini ultime. Le non défini ultime, nous dit le texte Racine, fait référence à l'espace et à la cessation non issue d'un examen détaillé. Alors, le non défini ultime, c'est donc deux choses. Le texte Racine est assez clair. L'espace et la cessation non issue d'un examen détaillé. Ces deux phénomènes sont des phénomènes inconditionnés. Vous vous souvenez, on les a vus quand on a abordé le deuxième thème, le thème des datus. L'espace, c'est l'espace, c'est assez clair, en tant que phénomène inconditionné. Par contre, Kempo nous a donné un exemple de la cessation non issue d'un examen détaillé. Et un exemple de cette cessation-là serait, par exemple, la simple absence de fleurs sur cette table-là. Par exemple, sur cette table, vous voyez qu'il n'y a pas de fleurs. Eh bien, l'absence de fleurs sur cette table est une cessation non issue d'un examen détaillé. Un autre exemple, les cornes sur ma tête. Vous ne voyez pas de cornes sur ma tête, a priori. Eh bien, l'absence de cornes sur ma tête, c'est une cessation non issue d'un examen détaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'examiner longtemps ou de faire des recherches ou d'analyser pour se rendre compte qu'il n'y a pas de cornes sur ma tête ou pas de fleurs sur la table. Voilà, donc ça c'était le non défini ultime. Alors là, on vient de terminer une première liste en fait. Une première liste de 1, 2, 3, 4, 5. De 5 non définis. Le non défini par nature, le non défini relié, le non défini relié conséquemment, le non défini motivé et le non défini ultime. Donc ça, c'était une première liste. La liste de 9 non définis qu'on va aborder maintenant, c'est une liste qui va tout d'abord présenter les non définis en lien avec la manière dont ces non définis sont obtenus ou se manifestent, on va dire.
Alors, le premier de cette liste, vous avez dû remarquer que cette liste-là, elle ressemble dangereusement aux listes de vertus et de non-vertus que vous avez déjà abordées en mars avec Julien et Rosen. C'est quasi les mêmes noms en fait à chaque fois. Donc là, on continue avec le non défini obtenu par naissance. Le texte Racine nous dit « Le non défini obtenu par naissance fait référence aux fruits qui mûrissent selon l'aspect des actions vertueuses et non vertueuses associées aux facteurs de chute. » Alors, petit point vocabulaire. Ouais. Un fruit qui mûrit selon l'aspect. On en parlera plus avant hein, dans les jours qui viennent, parce qu'il y a une partie du texte Racine qui traite précisément de ça. Mais juste pour pas que vous soyez trop perdus, le fruit qui mûrit selon l'aspect, c'est la nouvelle traduction, c'est une tentative de nouvelle traduction, on va voir ce que ça donne, pour fruit de plein mûrissement. Et vous verrez donc dans les jours qui suivent là que c'est lié aux commentaires en fait que Kempo nous en a fait. Donc, un exemple de fruit de plein mûrissement, ou nouvelle traduction de fruit qui mûrit selon l'aspect des actions vertueuses. Un tel fruit, c'est par exemple l'agrégat de forme, ou les 4 autres agrégats qui sont obtenus à la naissance dans une destinée humaine. Donc par exemple, mon agrégat de forme et mes 4 autres agrégats, donc mes 5 agrégats hein, en tout, obtenus à la naissance, en tant qu'humaine, là, mes 5 agrégats sont un fruit de plein mûrissement, ou un fruit qui mûrit selon l'aspect. Et c'est un fruit qui est apparu sur la base d'actions vertueuses associées aux facteurs de chute, c'est-à-dire associées aux obscurcissements affligeants. Un autre exemple de fruit qui mûrit selon l'aspect d'une action vertueuse associée aux facteurs de chute, ça fait beaucoup de termes techniques à la suite là, donc je répète ce que je viens de dire. Un autre exemple de fruit qui mûrit selon l'aspect d'une action vertueuse associée aux facteurs de chute serait une expérience de bien-être mental, par exemple. C'est ce que nous a dit Kempo. Une expérience de bien-être mental est non définie et fait donc référence à ce type de fruit et serait donc un non défini obtenu par naissance. Ensuite, il nous a donné un contre-exemple, à savoir un exemple non vertueux, lié à des actions non vertueuses. Donc un exemple de fruit de plein mûrissement, ou de fruit qui mûrit selon l'aspect d'une action non vertueuse associée aux facteurs de chute, associée aux obscurcissements affligeants, serait l'expérience brûlante du feu dans les destinées infernales. Quand on prend renaissance dans les destinées infernales, l'expérience de brûlure que l'on expérimente à ce moment-là, c'est un fruit qui mûrit selon l'aspect, un fruit de plein mûrissement. Et donc cette expérience brûlante ressentie là, elle est non définie. Donc ces expériences et mes 5 agrégats obtenus à la naissance, hein, pour reprendre le premier exemple qu'a donné Kempo, tous ces fruits de plein mûrissement, ces fruits qui mûrissent selon l'aspect, sont non définis. En revanche, nous a dit Kempo, et ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Dragpa,
sur la base de ces expériences qui sont non définies, ou sur la base de ces agrégats obtenus par naissance qui sont non définis, il peut s'élever des fabrications mentales vertueuses ou non vertueuses. Il peut s'élever des obscurcissements affligeants, ou peuvent s'élever aussi des événements de l'esprit vertueux. Et sur la base de ces états d'esprit, je peux poser des actions aussi. Donc, ça n'est pas parce que l'expérience en elle-même, elle est non définie, qu'elle ne peut pas engendrer un résultat ou être un support, on va dire, d'un résultat qui peut être non vertueux ou vertueux. C'est possible. Et c'est là que Kempo, comme d'habitude, a fait le lien avec la pratique, en fait, ou plutôt avec notre vie quotidienne, en nous disant, si on réfléchit aux fruits, donc expérience de bien-être ou de mal-être, on comprend qu'il est nécessaire d'être vigilant aux causes. Et les causes étant des actions vertueuses ou non vertueuses. Donc pour faire simple, si l'on ne souhaite pas expérimenter de mal-être, il faut faire attention aux causes du mal-être, c'est-à-dire aux actions non vertueuses. Et là, pour enfoncer le clou, il nous disait, si on entend parler par exemple des qualités de la terre pure de Dewachen, et qu'on se dit simplement « Oh, ça a l'air sympa là-bas, ça a l'air vraiment agréable », eh bien cette pensée ne suffira pas à nous y faire renaître, en fait, à nous faire renaître en Dewachen. Afin de renaître en Dewachen, il est nécessaire de pratiquer ce qu'on appelle les 4 causes. Les 4 causes qui sont générer l'esprit d'éveil, accumuler du mérite, la souvenance, se rappeler d'Amitabha et se rappeler de Dewachen, de la terre pure elle-même, et enfin l'aspiration à renaître en Dewachen. Ces 4 causes-là sont tirées d'un enseignement de Khenpo Rinpoche qu'il a donné sur le Bodhicharyavatara. Parce qu'il n'en avait pas parlé à ce moment-là, quand il enseignait l'entrée sur la voie des pandits. Donc on s'est permis d'extraire ces 4 causes et de les mettre là. Donc, pour résumer l'intervention de Khenpo à ce moment-là, son message est simple, toute action engendre un résultat, et pour obtenir un résultat, une action ou une cause est nécessaire en fait. Si on ne veut pas de mal-être, il faut faire attention aux causes non vertueuses, et si on veut du bien-être, eh bien, il faut poser des causes vertueuses. Simple. Alors ensuite, ça c'était donc le non défini obtenu par la naissance. Ensuite, on a un non défini qui est issu de l'effort. Le texte Racine nous dit « Le non défini issu de l'effort fait référence à la fabrication et aux activités quotidiennes produites par un esprit qui n'est ni vertueux, ni empreint d'obscurcissement affligeant. » Alors, le non défini issu de l'effort, il est double. Il s'agit des actions quotidiennes du corps, c'est-à-dire se lever, s'asseoir, dormir et se déplacer. Des actions quotidiennes de la parole, ces actions quotidiennes étant accomplies avec un esprit qui n'est ni vertueux ni non vertueux. C'est-à-dire un esprit qui n'est ni vertueux, ni empreint d'obscurcissement affligeant. Ça, c'est le premier aspect du non défini issu de l'effort. Le deuxième aspect fait référence en fait à
travail ou toute tâche effectuée avec un esprit ni vertueux ni non vertueux, encore une fois, comme par exemple couper du bois ou faire ce genre de choses. Donc l'exemple que nous donnait Campo, c'est celui-ci d'ailleurs. Il s'agit par exemple de couper du bois, de l'action de couper du bois en fait, qui est accomplie par quelqu'un qui s'efforce, donc d'où la notion d'effort là, qui s'efforce à travailler le bois, sans aucune motivation vertueuse ou non vertueuse. Donc ce type d'action ou de tâche ou d'activité quotidienne est engendré par un esprit non défini. Et c'est pourquoi elles sont considérées comme étant des non définis issus de l'effort. Ensuite, on a le non défini fait en présence. Le non défini fait en présence d'un support fait référence à la construction d'un support pour une divinité mondaine et aux actions banales effectuées envers des individus présents sans violence ni vue néfaste, sans qu'il y ait création de mérite ou de démérite. Bon, là, le commentaire va être court, Campo n'en a pas dit énormément. Il s'agit ici donc d'actions qui sont faites sans motivation vertueuse ni non vertueuse, comme le dit le texte Racine, la fabrication de supports à une divinité mondaine, la fabrication d'une statue, ou toute autre forme d'art en fait destinée à un public, comme par exemple le fait de faire un film. Faire un film, c'est une action non définie, et c'est ce qu'on appelle un non défini fait en présence. Ensuite, on a l'action non définie bienfaisante, qui consiste à donner quelque chose à un serviteur, à un enfant, à son épouse, etc., sans aversion ni confiance inspirée. Alors, ici, il s'agit, par exemple, d'actions de générosité qui ne sont pas motivées par un esprit qui envisage un bienfait particulier pour l'autre, pour la personne à qui elle donne quelque chose. Donc, comme nous dit le texte Racine, les destinataires de ces actions peuvent être de notre famille, comme par exemple nos enfants, notre époux, notre épouse, etc. Et bien que les destinataires soient des personnes qui peuvent être proches de nous, il n'y a pas derrière cette action le souhait de leur apporter un bienfait. Donc l'esprit, à ce moment-là, est non défini. Il n'a pas d'aversion et il n'a pas non plus de confiance inspirée. C'est pourquoi l'action est non définie. Campo nous disait que, à l'inverse, si la générosité elle est motivée par de la compassion ou de la bienveillance envers une personne, par exemple une personne qui souffre de difficultés, alors il s'agit d'une générosité vertueuse. Il y a à ce moment-là, dans l'acte de générosité, une intention d'apporter un bienfait. Si à l'inverse le don ou la générosité, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de générosité à ce moment-là, mais en tout cas le don est motivé par de l'aversion, consiste par exemple à fournir des armes, par exemple, pour soutenir un conflit entre deux nations, à ce moment-là, le don, il est non vertueux, parce qu'il est motivé par de l'aversion. Donc on voit que l'action de donner peut être vertueuse ou non définie, selon l'état d'esprit qui la motive. Et donc, dans notre contexte-là, dans notre liste de non définis, quand on parle de l'action non définie bienfaisante, il est question d'une action de générosité qui est non définie.
donc qui n'est pas motivé par un esprit vertueux ou non vertueux. Alors, ensuite, on arrive au non défini d'utilisation, qui fait référence à l'utilisation de ressources avec un esprit ni examinant, ni empreint d'obscurcissement affligeant. Alors, Khenpo nous disait que dans le contexte de cette explication-là, que l'esprit, il a tendance donc à s'orienter vers une ou plusieurs choses, vers un ou plusieurs objets, mais il n'est pas accompagné, il n'est pas une... Quand l'esprit en fait s'oriente vers plusieurs choses ou plusieurs objets, il n'est pas accompagné de vertu et il n'est pas non plus accompagné d'obscurcissement affligeant. Donc, il n'y a à ce moment-là aucune pensée ou aucune réflexion vertueuse ou non vertueuse. L'exemple qu'il nous a donné est le suivant. Imaginez-vous que vous regardiez, vous vous promenez par exemple, et vous regardez au loin. Vous avez un champ devant vous et vous regardez au loin. Et au loin, donc au bout du champ, vous voyez une belle maison. Et à ce moment-là, vous vous posez la question, vous vous dites « Ah tiens, il doit y avoir quelqu'un qui vit dans cette maison. » Et vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que fait cette personne, par exemple. Et donc vous avez tous ces types de pensées, de réflexions qui s'élèvent dans votre esprit. Et ce type de pensée ou de réflexion n'est ni vertueux, ni non vertueux. Donc ce type de pensée ou de réflexion est non défini. Du coup, quand le texte nous dit le non défini d'utilisation fait référence à l'utilisation de ressources, etc., ici, Khenpo Rinpoche nous a expliqué l'utilisation de ressources comme faisant référence au fait que l'esprit non défini pense ou réfléchit, utilise en fait une grande variété d'objets, de choses, d'objets mentaux là, dans ce contexte, donc de ressources. En d'autres termes, en fait, l'esprit est distrait. C'est une manière assez complexe de dire en fait que l'esprit est distrait et se dirige de ci, de là, et que du coup, pendant que ça se passe, pendant qu'on pense à telle chose, qu'on réfléchit à telle chose, de façon non définie, eh bien le temps se passe et on perd notre temps en fait. C'est ce que nous a dit Khenpo. Et là encore une fois, il fait le pont avec la pratique en nous disant que c'est la raison pour laquelle les lamas disent que quand on récite une sadhana ou un rituel, il est d'abord nécessaire de prendre refuge et de générer l'esprit d'éveil, puis d'orienter son esprit vers la vertu, c'est-à-dire de développer la vue que tout phénomène est vacuité, etc. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que sinon, la récitation, par exemple, du mantra de Chenrezig, du mantra Om Mani Padme Hum, sera associée à un esprit non défini. Et du coup, la vertu relative à la récitation de ce mantra va être franchement limitée, en fait. Ensuite, il nous disait que pour un individu qui s'est familiarisé avec la concentration méditative, la prise de refuge et la génération de l'esprit d'éveil n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi ? Parce que cette personne se focalise, est entraînée en fait à se focaliser sur la vertu. En revanche, nous ne sommes pas familiarisés avec la concentration méditative. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que nous ayons ce point de focalisation du refuge et de l'esprit d'éveil. Ça nous permet
de focaliser, de centrer l'esprit sur quelque chose de vertueux. Parce que ça ne nous est pas naturel en fait, on n'est pas entraîné à ça, on n'est pas familiarisé à ça. Et du coup, si on fait ça, et bien plus tard, quand on récitera nos mantras, on ne laissera pas notre esprit se distraire. On ne laissera pas notre esprit en fait devenir non défini. Et du coup, la récitation du mantra aura un réel bienfait en fait. Khenpo nous a à ce moment-là lancé une petite punchline à ce propos. Il nous a dit, on peut se demander pourquoi il est nécessaire de réciter 3 fois la prière de refuge. Eh bien parce que si on n'est pas capable d'être assidu ou vigilant à la première récitation, eh bien on pourra peut-être essayer de l'être lors des 2 suivantes, avec un peu de chance. Alors ensuite, on arrive au non défini complètement ancré. Le non défini complètement ancré, du fait par exemple de s'être familiarisé avec la fabrication, fait référence au parachèvement rapide de cette même familiarisation dans une vie suivante. Alors l'exemple que nous a donné Khenpo ici, c'est celui de quelqu'un qui s'est beaucoup habitué à travailler le bois dans cette vie. Du coup, dans sa prochaine vie, il va lui être assez inné en fait, et facile de travailler le bois. Le résultat de ce type de familiarisation, c'est-à-dire l'habileté à travailler le bois, elle est ni vertueuse ni non vertueuse. Du fait des habitudes, des empreintes latentes accumulées dans cette vie, cette familiarisation sera facilement réactualisée dans la prochaine vie. C'est ce qu'on entend donc par non défini, complètement ancré. Et je donne la parole à Dragpa. Ensuite, il nous en reste encore 3 à voir. Donc on doit être à la 12e. À la 12e la 12e sorte de phénomène non défini. Cela s'appelle le non défini antidote. Alors ici, dans ce cas-là, l'antidote, et il ne s'agit pas d'antidote du chemin, il ne s'agit pas du chemin, de ce qui peut être antidote dans la pratique. Il s'agit d'antidote au sens strictement médical. C'est-à-dire, ça fait référence au fait de prendre des médicaments, de se faire vacciner, je ne sais pas. Se faire vacciner. Donc voilà, ici quand on parle d'un phénomène non défini qui est antidote, on parle juste au sens purement médical. Et le texte Racine nous dit, ça fait par exemple référence au fait de suivre un traitement médical sans l'avoir examiné. Donc ici, le non défini antidote, c'est par exemple le fait de suivre un traitement médical. Donc vous voyez, on est au sens médical, on est dans le médical, et sans avoir examiné la teneur de cette prescription. Donc, et là, Khenpo plaisante, il dit, eh bien, ce non défini antidote, eh bien, ça fait référence à la manière dont les Tibétains prennent des médicaments. Et donc, et Khenpo éclate de rire quand il dit ça. Donc, il dit, eh bien, les Tibétains, ils prennent les pilules de médecine, ils ne savent pas si le médicament va leur être bénéfique ou pas, et ils le prennent et ils font la prière, et puisse cela être bénéfique. Et une telle utilisation de l'antidote est dite être non définie, dit Khenpo. Khenpo a dit lui-même que lorsqu'il était jeune, il a fait pareil, il a fait de la sorte. Et dans sa jeunesse, il a souvent pris des médicaments. Et souvent, il allait acheter il disait qu'il allait acheter une pilule rouge. Et c'était un antibiotique.
mais il ne savait pas que c'était un antibiotique et même quelles étaient les propriétés d'un antibiotique et qu'il ait mal à la tête, qu'il ait mal au ventre, qu'il ait mal n'importe où. Et bien à chaque fois, sans savoir pourquoi, et bien il allait acheter, hélas, ce médicament, cette pilule rouge qui était en fait un antibiotique, mais sans savoir que c'était un antibiotique. Et ça, cette utilisation d'un médicament, le fait de suivre un traitement médical bien sans l'avoir examiné, sans savoir vraiment ce que c'est, c'est un non défini antidote, antidote dans le sens médical du terme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le non défini complètement pacifié. Alors là, attention. Le non défini complètement pacifié, dit Mika Rinpoche. Ah, oups, je me suis trompée de... Pardon, Vas-y. c'est celle-là, voilà. C'est bon? Oui. Pas de souci. Le non défini complètement pacifié fait référence aux obscurcissements affligeants expérimentés dans les domaines de la forme et du sans-forme. Comme ils sont associés au calme mental, ils ne donnent pas de fruits. Donc là, on parle de phénomènes non définis complètement pacifiés. Et ça fait référence donc aux obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme. Alors qu'est-ce qu'on entend par le non défini complètement pacifié? Déjà, non défini, ça veut dire un phénomène ni vertueux ni non vertueux. Et complètement pacifié ici complètement pacifié, il faut le comprendre comme étant complètement neutralisé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas disparu. On parle de choses qui n'ont pas disparu, qui sont toujours là, mais qui sont complètement neutralisées. Et ces phénomènes ni vertueux ni non vertueux qui sont complètement neutralisés, eh bien, ce sont les obscurcissements affligeants, les afflictions, les obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme. Ces obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme, ils ne sont pas non vertueux. Ils sont non définis, c'est-à-dire ils ne sont ni vertueux ni non vertueux. Et ils ont cette propriété d'être complètement neutralisés. Ici, complètement neutralisés, ça ne veut pas dire qu'ils ont été abandonnés, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, mais ils sont en dormance, ils sont inactifs. Et ils sont inactifs lorsque le samadhi est présent. En fait, c'est dans ces domaines-là, lorsqu'on est dans ces états d'esprit-là, et lorsque le samadhi est présent, le samadhi va complètement neutraliser les obscurcissements affligeants. Et donc ces obscurcissements affligeants sont dits être complètement pacifiés, complètement neutralisés. Ils sont neutralisés par la force du samadhi, par la force du calme mental, de la quiétude mentale, de la paix dans l'esprit. Alors là, il y a une... Donc voilà. Donc quand on parle de phénomènes non définis complètement pacifiés, ça fait référence à des phénomènes ni vertueux ni non vertueux complètement neutralisés. Et il s'agit des afflictions, des obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme. Khenpo Chodrak, dans la partie 1 des actes, dans la partie juste avant, il avait, avant ce qu'on est en train de restituer, il avait parlé de ces obscurcissements affligeants. Il dit, de manière générale, un obscurcissement affligeant, il est soit non vertueux, soit non défini. Il n'est jamais vertueux. Et là, il dit la chose suivante. Il dit, ces obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme, il dit, ils ne sont pas non vertueux, parce qu'ils ne donnent pas un fruit de plein mûrissement de mal-être. Ils ne donnent pas un fruit de plein mûrissement qui serait du mal-être. Et comme ces afflictions ne donnent pas un fruit de plein mûrissement, un fruit d'aspect semblable à l'action, qui mûrit selon l'action, selon l'aspect de l'action. Et comme ils n'ont pas de fruit qui mûrit selon l'aspect de l'action qui consiste en mal-être, eh bien, c'est plus compliqué avec ces nouvelles traductions. Eh bien, ils ne peuvent pas être non vertueux. C'est l'argument qu'il avance. Et
Et c'est pourquoi ces obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme sont dits être non définis, c'est-à-dire ni vertueux ni non vertueux. Il dit que ces obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme ne sont pas abandonnés. Ils sont bien présents dans la continuité de l'esprit de cet être-là, mais ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas actifs. Il dit en effet, si une personne est dans une telle concentration méditative, dans une concentration méditative de la forme et du sans-forme, c'est la vertu qui prime, c'est la vertu qui est présente. Et avec de la vertu, il ne peut pas y avoir de phénomène ni vertueux ni non vertueux. Donc pendant qu'il y a le samadhi, l'esprit est vertueux et les obscurcissements affligeants ne sont pas présents. Et là, pendant qu'il y a le samadhi, les obscurcissements affligeants sont en dormance, ils dorment. Voilà. Dans le cours d'été 2012, il le redit, les obscurcissements affligeants ne sont pas abandonnés, mais ils ne sont pas actifs. C'est la concentration méditative qui les neutralise. Alors là aussi, attention, petite remarque aussi qu'il a fait dans la partie œuvre des actes. En fait, parmi les phénomènes non définis, il y a deux types de phénomènes non définis. Il y a les phénomènes non définis entravant la libération et les phénomènes non définis n'entravant pas la libération. Là, les obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme sont des phénomènes non définis entravant la libération, qui font obstacle à la libération. Il dit la chose suivante, il dit, Khenpo Chodrak dit, ces obscurcissements affligeants du domaine de la forme et du sans-forme entravent la libération parce que lorsqu'ils sont présents, il ne peut pas y avoir de discernement qui comprend l'inexistence du soi. Lorsque ces obscurcissements affligeants sont présents, redeviennent actifs, il n'y a pas de discernement comprenant l'inexistence du soi. Par exemple, lorsqu'on est distrait par la félicité de tel recueillement, on ne peut pas comprendre l'inexistence du soi. Donc lorsque ces afflictions, ces obscurcissements affligeants sont présents, du fait qu'ils empêchent la reconnaissance de l'inexistence de soi, ils sont dits être des phénomènes non définis, ni vertueux ni non vertueux, mais qui entravent la libération. Voilà, ça c'était l'explication du non défini complètement pacifié. Ensuite, il y a le non défini semblable à la cause. Le non défini semblable à la cause, dit Mipham Rinpoché dans le texte racine, fait référence à ce qui coémerge avec l'esprit d'émanation. Donc ici, le non défini semblable à la cause. Ici, la cause, c'est l'esprit d'émanation. Et ici, le non défini semblable à la cause, semblable à l'esprit d'émanation, on ne parle pas ici d'une relation cause-effet. On ne parle pas d'un phénomène défini qui soit le fruit de la cause qu'est l'esprit d'émanation. C'est juste qu'on parle de phénomènes qui apparaissent en même temps. On parle de phénomènes non définis qui apparaissent en même temps que l'esprit d'émanation. Donc, ici, Khenpo Chodrak parle de l'esprit d'émanation. Il dit l'esprit d'émanation, c'est la pensée je vais manifester telle ou telle émanation. Je vais produire telle ou telle émanation. Et autour de cette pensée, il y a un cortège, un entourage d'événements de l'esprit et d'esprit, de conscience. Il y a une conscience et tout un cortège, un entourage d'événements de l'esprit. Et ici, quand on dit que le non défini semblable à la cause fait référence à ce qui coémerge avec l'esprit d'émanation, eh bien ce qui coémerge avec cet esprit d'émanation, c'est une conscience et tout un cortège d'événements de l'esprit. Et donc là, c'est un exemple de non défini semblable à la cause. Ici, là, quand on parle de non défini semblable à la cause, c'est l'esprit d'émanation.
et là on parle de phénomènes qui sont semblables à cet esprit d'émanation, c'est-à-dire, ici semblable à, ça veut dire qui s'appuient sur cet esprit d'émanation, qui sont simultanés à cet esprit d'émanation. Et les esprits, et ce qui est simultané, coémergent avec cet esprit d'émanation, c'est une conscience et des événements de l'esprit. Et donc c'est là que Kiki en avait marre. Et c'est là qu'elle demandait, mais pourquoi voir tout cela? Et donc, voir tous ces exemples de non définis, ça permet de déterminer la nature de nos actions. Sont-elles vertueuses, non vertueuses ou non définies? Est-ce que nos actions, est-ce que notre pratique est non définie? Cela permet de répondre à cette question-là. Ensuite, le texte continue. C'est bon, j'ai lu? Ouais, peut-être jusqu'à la fin de la page. On peut continuer demain sinon. Oui, mais après on a de quoi faire, donc peut-être jusqu'à la fin de la page. D'accord. Donc là, nous venons de définir 14 sortes de phénomènes non définis, de phénomènes ni vertueux, ni non vertueux. Et tous ces phénomènes non définis, ni vertueux, ni non vertueux, eh bien, tous ces phénomènes vont être rassemblés en 4 phénomènes non définis. C'est ce que dit le texte Racine. En résumé, dans le domaine du désir, il y a 4 non définis. Ce qui est issu du mûrissement selon l'aspect de l'action, les activités quotidiennes, la fabrication et l'esprit d'émanation. Dans le domaine de la forme, la fabrication mise à part, il y a les 3 autres. Donc, ici, ce que dit Khenpo Chodrak, c'est que toutes les différentes sortes de phénomènes non définis sont résumés en 4. Il y a le non défini issu du mûrissement, selon l'aspect de l'action. Il y a le non défini que sont les activités quotidiennes. Il y a le non défini de la fabrication et le non défini de l'esprit, qui est l'esprit d'émanation. Tout ce que nous venons de voir sont inclus, sont résumés dans ces 4 choses. Et la question qu'on se pose ici aussi, c'est, vous vous rappelez que dans le samsara, il y a 3 domaines. Vous l'avez vu dans le chapitre sur la vérité du mal-être. Il y a le domaine du désir, ou le domaine du plaisir des plaisirs des sens, le domaine de la forme et le domaine du sans-forme. Et là, ici se pose la question qui est posée ici, c'est dans le domaine du désir, dans le domaine des plaisirs des sens, combien y a-t-il de phénomènes non définis sur les 4? Dans le domaine de la forme, combien y en a-t-il sur les 4? Et là, la réponse est que dans le domaine du désir, dans le domaine des plaisirs des sens, il y a les 4 phénomènes non définis que nous venons de dire. Il y a tout d'abord des phénomènes non définis nés du mûrissement selon l'aspect de l'action. C'est-à-dire des phénomènes non définis issus du plein mûrissement, issus du mûrissement selon l'aspect de l'action. Il s'agit par exemple du mûrissement selon l'aspect d'une action vertueuse. C'est pas facile avec ces nouvelles traductions. Donc là, voilà. Donc un phénomène non défini issu du plein mûrissement. Il s'agit par exemple du plein mûrissement d'une action vertueuse accomplie dans la vie passée, comme ce corps humain doté des libertés et des richesses. Le corps humain est non défini, ni vertueux ni non vertueux. Donc là, parmi ces 4 types de phénomènes non définis, on regarde le premier, les phénomènes issus d'un plein mûrissement, ou d'un mûrissement selon l'aspect de l'action. Un exemple de phénomène non défini qui est issu de ce plein mûrissement, c'est notre corps humain. Notre corps humain est un phénomène, notre corps humain à la naissance. Notre corps humain à la naissance est un fruit de plein mûrissement. Et il n'est non défini, ni vertueux ni non vertueux.
Donc, et ça, c'est un phénomène, nos corps humains à la naissance, c'est des phénomènes que l'on retrouve dans le domaine du désir. Donc il y a bien des phénomènes non définis issus du plein mûrissement dans le domaine du désir. Ensuite, dans le domaine du désir également, on trouve les activités quotidiennes du corps, qui ne sont pas associées à une motivation vertueuse et non vertueuse. Donc voilà, toutes les activités quotidiennes du corps qui ne sont pas associées à une motivation vertueuse et non vertueuse, comme par exemple se lever, se déplacer, s'asseoir, se coucher, etc. Donc ce genre de comportement est catégorisé comme étant non défini. Ensuite, dans le domaine du désir, on trouve également la troisième sorte de phénomène non défini, la fabrication. Les phénomènes non définis en relation avec la fabrication, l'artisanat, le travail du bois, etc. Tous ces travaux, toutes ces activités sont non définies lorsqu'elles sont associées à une motivation qui n'est ni vertueuse ni non vertueuse. Et puis également, dans le domaine du désir, on trouve également la quatrième sorte de phénomène non défini, l'esprit d'émanation, qui n'est ni vertueux ni non vertueux. Donc il semble possible que même dans le domaine du désir, peut-être il y ait possibilité, mais en tout cas il y a un esprit d'émanation du domaine du désir qui n'est ni vertueux ni non vertueux, et donc qui semble capable de produire des émanations. Donc voilà, on a vu que les 14 types de phénomènes non définis sont résumés en 4, et que ces 4 phénomènes non définis, ces quatre catégories résumées sont présentes dans le domaine du désir. Et par contre, comme le dit le texte Racine, dans le domaine de la forme, il y en a 3 sur 4. Parmi les 4 que nous venons de citer, il n'y a pas l'artisanat, la fabrication, etc. Mais Khenpo Chodrak n'a pas expliqué pourquoi. Ça fait que dans le domaine de la forme, on trouve des phénomènes non définis issus du plein mûrissement. On trouve également des activités quotidiennes et également des esprits d'émanation. Donc voilà ce qui... Et ici se conclut se conclut, pas totalement encore, mais toutes les différentes énumérations d'un phénomène non défini. Ouais, on verra la conclusion demain, parce que là, ça fait déjà 1h30 qu'on est là, donc on finira demain. On va dédier et on se retrouve demain du coup. Ouais, senam diye tamche sipani tomne nyepe janam pamje ne kiega nache bala tropayi sipet sole joa jalware shu. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée.